Oui, bonjour à toutes et tous. J'espère que ça a bien fonctionné. Sinon, on vous mettra des informations sur le chat, hein. Nous vous remercions déjà pour votre présence. C'est la deuxième édition du webinaire de la tech que nous organisons. Nous organisons les choses de cette manière. Il y aura 45 minutes d'échange, de présentation par nos deux intervenants, et puis ensuite 15 minutes de questions. Et vous pouvez tout de suite poser à l'écrit dans le chat tout le long du webinaire vos questions et nous y répondrons donc à la fin. Ce webinaire est organisé à l'occasion de la parution d'un de nos avis qui s'appelle Trajectoire vers un nucléaire durable pour la France. L'énergie, c'est une colonne vertébrale de nos sociétés. Pour cette raison, il est important de disposer de technologies durables qui peuvent contribuer à notre sécurité énergétique sur une échelle de temps du siècle séculaire. Je vous invite à retrouver cet avis sur le site de l'Académie. Nous allons vous mettre le lien dans le chat de la discussion. C'est le fruit d'un travail collectif, comme d'ailleurs toutes les productions de l'Académie des technologies. Et aujourd'hui, nous avons comme intervenants deux académiciens, deux membres de l'Académie des technologies, que je suis heureuse de vous présenter. Alors d'abord Laura Cosi, académicienne, et qui est aussi directrice du développement durable, de la technologie et des perspectives à l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Laura. Ensuite, Daniel Irakan, qui est aussi académicien et qui a mené l'essentiel de sa carrière au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et il a conclu en devenant le directeur général adjoint de l'Agence pour l'énergie nucléaire à l'OCDE. Bonjour Daniel. Bonjour. Le sujet de l'énergie est vaste, en pleine mutation. On ne peut analyser une filière technologique précise sans disposer d'un cadre général sur l'énergie, et à la fois mondiale et multitechnologie. Et Laura nous présentera ce cadre général qu'elle illustrera par quelques éléments récents de l'Agence internationale de l'énergie. Et ceci permettra ensuite à elle-même et à Daniel de partager avec vous l'analyse de l'Académie des technologies sur le nucléaire que nous qualifions de nucléaire durable. Et j'espère que vous aurez compris pourquoi à la suite de leur exposé. Je vous rappelle encore que vous pouvez poser vos questions dans le chat au fil de la présentation et je donne maintenant, sans plus tarder, la parole à Daniel et Laura. Merci beaucoup Manuel et bienvenue à tous cet après-midi de conversation sur cet avis de l'Académie. Donc on va commencer par vous donner un peu un point de vue global de ce qui est en train de se passer dans le milieu de l'énergie. Et ça, c'est les travaux récents qui ont amené à l'Agence internationale pour l'énergie, en particulier sur notre publication phare qui s'appelle World Energy Outlook. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette dernière édition? Je dirais qu'il y a 2-3 messages clés. Le premier est lié en fait à une partie clé des trajectoires énergétiques, c'est-à-dire les émissions de CO2. On rappelle que l'énergie est à peu près cause de 80% des émissions de CO2. Et bien qu'on vienne de terminer une COP à Bakou qui était censée aider à baisser les émissions, notre trajectoire de scénarios référentiels que vous voyez ici, on appelle STEPS, nous montre en réalité que les émissions de CO2 ne sont pas vraiment censées baisser énormément. Et il reste un grand écart que vous voyez ici avec la trajectoire verte, qui est une trajectoire qui nous amènerait aux objectifs climatiques de arriver à émission zéro, en net zéro à 2050, qui nous permettrait de garder la température de la planète aux alentours de 1,5 degré au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à l'industrialisation. Donc la trajectoire qu'on est en train de vivre, une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on s'attend bientôt à avoir un pic des émissions, mais une décroissance qui n'est pas du tout la décroissance qui est attendue. Un point important de nos scénarios, c'est que l'électrification
devient vraiment un pilier de plus en plus clé dans les trajectoires énergétiques dans tous les pays du monde, dans les pays avancés et dans les pays en voie de développement. Dans les pays avancés, comme la France, on a déjà un niveau d'électrification très élevé, mais l'électricité va augmenter de manière encore plus forte. Et il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est l'électrification de secteurs qui ne sont pas encore été électrifiés complètement, notamment les transports, mais aussi certains secteurs industriels et certaines parties du chauffage. Et en même temps, il y a des nouveaux usages qui demandent beaucoup d'électricité. En particulier, tout ce qui est lié au digital et à la digitalisation, y compris l'intelligence artificielle. Donc, on est en train d'entrer très rapidement dans ce qu'on appellerait l'âge de l'électricité. Alors, comme on est en train, comme je viens de vous montrer, la trajectoire n'est pas encore une trajectoire qui est complètement alignée à nos objectifs climatiques, mais le secteur électrique est sûrement un des secteurs qui est le plus avancé en matière de décarbonisation. On peut faire plus et il y a des piliers qui ont été déjà, qui font partie en fait d'accords internationaux. Premièrement, l'objectif de multiplier par 3 la capacité de renouvelables installées à niveau mondial d'ici 2030. On a aussi, à niveau mondial, une partie des pays qui ont signé, y compris la France, de multiplier par 3 la capacité du nucléaire à 2050. Ici, vous voyez une multiplication par 2 parce que ce n'est pas tous les pays du monde qui ont signé cette multiplication par 3. Mais toute cette augmentation de production en soi n'est pas suffisante. On a besoin d'autre chose pour faire ainsi que les systèmes électriques fonctionnent. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup plus de réseaux parce que beaucoup de variables de renouvelables intermittentes vont rentrer dans les réseaux et ils demandent plus de réseaux parce qu'ils ne produisent pas forcément quand on a besoin de la demande. Donc, on aura besoin de beaucoup plus d'interconnexions. Et là, nous, on va un petit gap à manière de où les investissements sont en train d'aller et où on devrait être en réalité. Donc, on a besoin de multiplier par deux. En même temps, d'un côté, on voit une demande d'électricité qui augmente très, très fortement. Selon les endroits du monde, on peut voir une multiplication par 2, voire par 3 de la demande. Mais la flexibilité, les besoins de flexibilité du système, en fait, augmentent beaucoup plus fortement que la demande d'électricité. Donc, cette demande de flexibilité peut être en fait articulée d'une manière différente. On peut avoir aussi, et ce qu'on montre ici, c'est du stockage qui peut prendre la forme de batterie, mais aussi de pump hydro et beaucoup d'autres formes. Donc, si vous voyez, on est en train d'aller, on a besoin d'aller encore plus rapidement vers un système électrique qui est fortement décarboné. Les renouvelables vont faire partie de ce système, le nucléaire va faire partie de ce système, et on a besoin, comme les trains ont besoin de rails, ici on a besoin fortement de réseaux, et en même temps, ce qu'on n'avait pas eu de manière aussi fort et important besoin jusqu'à un moment, on a besoin de flexibilité, par exemple à travers le stockage. Tout ça, ça nous amène vers une trajectoire qui a 3 choses importantes. Déjà, la décarbonisation, on en a parlé. Deuxième, c'est une question de sécurité d'approvisionnement. Et la troisième, c'est des prix de l'électricité qui vont être abordables. Est-ce que là, on voit qu'il va falloir tripler la capacité renouvelable d'ici 2030? Oui. Le cœur de notre discussion aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'accès aux ressources naturelles pour le nucléaire, mais qu'en est-il pour les renouvelables? C'est un sujet de même nature, certainement. Oui, tout à fait. Et je pense, Daniel, que tu touches à un point très, très important.
tout ce système énergétique qu'on est en train de bâtir va être un système qui a besoin de matières premières. C'est un système, on a eu pendant des décennies, en fait un siècle presque, un système énergétique fortement, qui s'appuyait fortement sur les fossiles. Maintenant, à travers les renouvelables, à travers les technologies propres, on a besoin énormément de minerais critiques. Ici, vous voyez des exemples. Vous voyez le cuivre absolument nécessaire pour les réseaux et pour la digitalisation. On voit ici qu'on s'attend à un doublement de cette demande. Ce n'est pas que le cuivre. Vous voyez ici le silicium, les terres rares, le lithium, et vous voyez des augmentations très, 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 très fortes. Donc, tout système propre qui est basé sur renouvelables et technologies propres demande, surtout renouvelables et véhicules électriques et batteries, va demander énormément de ces minéraux. Je voudrais peut-être appuyer deux, trois choses sur ça. Nos analyses pour l'instant montrent que la demande qu'on s'attend en 2030, on regarde les investissements en production, en fait, on voit qu'il y a un gap. On n'a pas encore suffisamment d'investissements en production pour arriver à produire toute la demande. Donc, on va devoir investir énormément en innovation et en recyclage. Deuxièmement, très important aussi, tous ces minéraux critiques sont fortement concentrés. Donc, il y a une question de géopolitique très importante. La majorité des terres rares, de silicium, de lithium, du cobalt, si on prend les 3 premiers pays producteurs, ils comptent à peu près pour 80-90% de la production mondiale. Donc, on peut imaginer que dans un monde, comme on le vit maintenant, assez fracturé et fragmenté, ça pose des risques différents d'approvisionnement d'énergie. Donc, sûrement un système énergétique qui va être fort en demande de minerais. Là. Donc, tous nos derniers travaux à l'AIE montrent, si vous voulez, qu'on a un enjeu climatique que le système énergétique doit encore complètement résoudre. On est en train d'aller vers une consommation très très forte d'électricité, ça c'est clair. Dans tous nos scénarios, on augmente énormément les consommations d'électricité et donc avec ça, on doit aller vers une production plus verte et plus propre de cette électricité. On voit clairement un enjeu économique dans ces systèmes où les coûts ne sont pas forcément les mêmes qu'on avait dans le passé. On a parlé de la flexibilité, les coûts de système et de flexibilité vont devenir plus importants. Donc, on a un enjeu de faire ainsi que ces coûts restent abordables et abordables pour la société en général. On a un enjeu de sécurité énergétique qui prend des dimensions un peu différentes, en particulier l'accès à ces ressources de minerais critiques. Et enfin, on a un enjeu de ce qu'on appellerait durabilité séculaire. Manuel l'a aussi abordé au début de cette présentation, où on vise à minimiser le prélèvement de toutes ressources naturelles, y compris, par exemple, les minéraux critiques. Donc voilà, le nucléaire est une des solutions qu'on voit très importantes dans tous nos scénarios, en particulier ceux qui arrivent à nous mettre dans des trajectoires climatiques qui amènent à respecter les accords de Paris. Et le nucléaire durable, c'est vraiment la vie que Daniel va nous présenter maintenant. Merci Laura, il était vraiment indispensable de bénéficier de ton exposé pour donner le cadre général, autrement il aurait été difficile de comprendre tout ce que nous allons partager maintenant. Le nucléaire durable
c'est la question de l'accès aux ressources. J'ai été frappé du fait que même pour les renouvelables, on a une question de nature géopolitique sur l'accès aux ressources. Elle est évidemment de même nature pour ce qui concerne la ressource uranium, qui est évidemment indispensable au fonctionnement du nucléaire. Et donc là, il nous faut partager quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 400 gigawatts de réacteurs nucléaires déployés dans le monde, peu importe le chiffre. En fait, l'enjeu, ça va être de doubler ce chiffre-là d'ici 2050. Et pour cela, il va falloir une vingtaine, alors l'AIE nous dit une vingtaine de gigawatts par an. On a pris une hypothèse basse à 15 gigawatts, une hypothèse haute à 25, parce que tout ça est incertain et il faut voir un petit peu la robustesse des résultats par rapport aux hypothèses. Mais on voit que ce chiffre est le bon ordre de grandeur. Je voudrais insister là-dessus parce que d'aucuns pourraient penser que voilà, il suffit d'en faire moins, on aura moins de problèmes de tension sur les ressources. Mais voilà, la Chine déploie aujourd'hui et planifie ça pour une longue durée, déploie déjà 10 gigawatts de nucléaire supplémentaire par an. Et un document récent de la Maison-Blanche nous informe que les États-Unis visent d'accroître de 200 gigawatts leur parc nucléaire. Voilà, on voit bien que tous ces chiffres-là sont cohérents et imposés par la nécessité de la décarbonation. Alors, une fois qu'on se donne un scénario de cette nature-là, y a-t-il un problème ou pas? Pour ça, il faut avoir la consommation, il faut avoir une idée des ressources en uranium. Et là, on peut s'appuyer sur une publication de l'AIEA, qui est une partie de l'ONU, et de l'Agence pour l'énergie nucléaire, qui est une partie de l'OCDE. C'est une publication conjointe de ces deux organisations, donc c'est vraiment un document de référence, et qui nous dit que les réserves identifiées aujourd'hui en uranium sont de l'ordre de 8 millions de tonnes d'uranium, peu importe le chiffre, mais c'est quelque chose qu'on va consommer assez rapidement, mais il y a aussi des ressources qu'on n'a pas encore identifiées, mais qui sont pronostiquées ou qui sont un peu plus spéculatives. Et quand on additionne ces ressources-là, on arrive à une quinzaine de millions de tonnes. Ce chiffre-là encore n'est pas parlant. Ce qui est parlant, c'est la comparaison entre notre scénario de croissance et les ressources disponibles. Et là, on voit que si on additionne les ressources identifiées, les ressources pronostiquées, les ressources spéculatives, on arrive à un épuisement des stocks en 2100. Alors, il ne faut surtout pas considérer ce chiffre-là, 2100, cette date-là, comme une date ferme. Vous vous doutez bien qu'il y a énormément d'incertitudes sur tout ça et il faut prendre ça en ordre de grandeur. Et je préfère m'exprimer en disant qu'il y a un risque croissant d'approvisionnement, de sécurité d'approvisionnement, à peu près dans le dernier quart de ce siècle, et que ce risque devient très significatif à la fin du siècle. Alors, on peut penser que c'est très très loin, puisque voilà, on parle de 70 ans finalement dans cette affaire. Sauf que les premiers EPR qui vont être déployés en remplacement du parc historique vont être mis, je ne parle pas de Flamanville, mais des suivants, vont être mis en service en 2035. Un réacteur nucléaire, c'est fait pour durer, enfin, voilà, 70 ans, 60 ans, 80 ans. Donc, ça veut dire que les prochains EPR qu'on va mettre en service auront ce problème-là à affronter. Donc, une gestion prévisionnelle de ce stress-là sur les ressources est assez importante et même nécessaire. Alors, on a parlé jusqu'à là de risques géologiques, mais ce serait rien s'il n'y avait pas les risques géopolitiques, et tu en as fait état comme pour les renouvelables. La fragmentation du monde fait qu'on peut craindre qu'il y ait une aggravation du risque géologique par le risque géopolitique. Alors, sans rentrer dans ce type de sujet complexe, mais voilà, on a des ressources importantes au Canada, en Australie, et une raisonnable confiance sur notre capacité d'accéder à ces ressources, mais il y a aussi des ressources au Niger, en Namibie, au Kazakhstan, au Ouzbékistan, en Mongolie. Et là, voilà, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas notre zone de partenariat naturel, on va dire. Donc tout ceci marche bien jusqu'à aujourd'hui, mais il suffit de regarder la presse récente sur le Niger pour comprendre que tout ceci n'est pas acquis dans l'avenir. Et donc on a une solution à proposer. Cette solution, nous ne l'avons pas inventée. Elle est, si vous pouvez mettre le slide. Cette solution, elle est connue depuis longtemps. Alors, ce n'est pas parce qu'elle est connue depuis longtemps qu'elle est dépassée. Elle est, je trouve, au contraire, d'une criante actualité. La solution, c'est de réduire notablement la consommation d'uranium. Et quand je dis notablement, ce n'est pas par 10% ou 20%, c'est par un facteur 5, 10, et potentiellement, vous verrez qu'on peut parler de facteur 100. Alors, cette technologie, elle existe, elle est connue depuis longtemps, elle a été déjà déployée en France. C'est les réacteurs à neutrons rapides associés au recyclage
du plutonium et de l'uranium. Alors pourquoi c'est possible et accessible à la France? C'est parce que la France est un des très rares pays qui dispose en la matière d'un socle industriel robuste avec la maîtrise complète du cycle du combustible au sens retraitement, fabrication de MOX, etc. On a maîtrisé les réacteurs, on ne les maîtrise plus. Il y a aujourd'hui, si on regarde dans le monde, les réacteurs à neutrons rapides, on va les trouver en Russie, un petit peu en Chine. Voilà, mais par contre, on a eu une très très belle histoire sur le sujet, mais il faut réactualiser bien sûr toutes ces connaissances et ces compétences-là. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail des chiffres, si on prend un petit peu de hauteur sur le sujet, il faut bien voir qu'ici on a un sujet d'éthique, parce que réduire la consommation d'uranium, c'est réduire notre prédation sur les ressources naturelles, et c'est globalement laisser des solutions aux générations futures au lieu de leur laisser seulement des problèmes. Et ça, c'est un enjeu d'éthique. C'est-à-dire, quand bien même on pourrait très bien vivre en continuant de consommer comme autant, quand on a une technologie qui peut réduire massivement l'extraction de matières naturelles, il faut le faire. C'est aussi un enjeu de sécurité énergétique. On le voit, le monde est compliqué. Moins vous avez besoin de ressources qui sont extraites dans des mondes lointains pour rester diplomatique, mieux, plus votre sécurité est assurée. Et enfin, c'est au cœur de notre présentation, de notre discussion d'aujourd'hui, c'est un enjeu de durabilité, parce que ainsi, vous garantissez que vous aurez toujours de la ressource dans la grande durée. Alors, si on essaye de mettre des chiffres sur ces choses un peu qualitatives, les réacteurs à neutrons rapides, en quoi sont-ils miraculeux par rapport aux réacteurs de technologie existantes? C'est parce qu'ils utilisent l'ensemble du potentiel énergétique contenu dans l'uranium. Nos réacteurs d'aujourd'hui ne transforment en énergie que moins de 1% de l'uranium qui est contenu dans l'uranium. Moins de 1% de l'énergie de l'uranium. Tu es sûr de ça? 1%, c'est-à-dire que 99% de l'énergie contenue dans l'uranium, finalement, considérée comme un déchet aujourd'hui, ou n'est pas utilisé en tout cas? N'est pas utilisé, n'est pas considéré comme un déchet, mais c'est quand même le cœur de notre discussion. Ben oui, parce que là, on rejoint les notions de durabilité, on est au cœur de la notion de durabilité, quoi. Non seulement la durée dans le temps, mais carrément la meilleure utilisation possible d'une ressource naturelle. Et alors, ce n'est pas 1%, c'est plus proche d'un demi%. Ça veut dire que c'est 99,5%. Je pensais qu'il y avait une erreur. Mais non. Non. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie vient du fait qu'on casse un atome d'uranium en deux, et c'est ça qui donne l'énergie que nous utilisons quand on s'éclaire en France. Mais tous les uraniums n'ont pas envie de se laisser faire de la même manière. Et donc, il y a un uranium qui est favorable à ça, l'uranium 235, c'est lui qu'on utilise, mais il est très, très, très minoritaire dans le minerai. L'uranium majoritaire, l'uranium 238, peu importe le numéro, que lui, en simplifiant, on ne le casse pas, on le laisse. Et si on passe au réacteur à neutrons rapides, la question c'est pourquoi ça marche différemment? Parce que justement, les neutrons sont rapides, etc. On a un meilleur potentiel pour casser les noyaux d'uranium. Et donc, un meilleur rendement, finalement. Oui, c'est ça. C'est un rendement d'utilisation, c'est un taux d'utilisation. Avec les réacteurs actuels, on utilise moins de 1%. Avec des réacteurs à neutrons rapides, on peut utiliser jusqu'à proche de 100%. Mais évidemment, c'est pas gratuit. Et ça va être mais c'est vraiment, je pense, la clé du sujet, finalement. C'est ça, parce qu'il faut voir que d'un point de vue toujours éthique, on se rapproche de quelque chose qu'on discute pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire de recycler tout ce qu'on n'a pas consommé pour de vrai. Oui, ou consommer mieux, plus à fond, etc. Ça. Bien, ok. C'est très clair, merci. Alors, maintenant, il va falloir dire où est la note de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit, il faut faire des choses. Et surtout, il faut les faire avec beaucoup d'anticipation, ce qui est vraiment le souci que nous portons à travers cet avis de l'Académie. Alors, il nous faut, pour cela, un recyclage performant des matières. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà avec l'usine de La Hague. On va revenir un petit peu sur les évolutions. Donc, d'ores et déjà, on est dans cet esprit de l'économie circulaire, mais de manière assez limitée, puisqu'on économise une vingtaine de % de l'uranium consommé. Donc, pour mettre des chiffres, peu importe leur valeur absolue, mais pour voir le différentiel, si on faisait un cycle qu'on appelle ouvert, comme aux États-Unis, comme ailleurs, on consommerait en France 9000 tonnes d'uranium. Et là, grâce au travail de La Hague, on en consomme 7000. C'est beaucoup mieux. Oui, là, on a déjà plusieurs. C'est ça. Mais en gros, on est sur 20%. Et là, on a dit que pour être durable, il faut un facteur 5 à 10. Et pourquoi il faut un facteur 5 à 10? On va le voir maintenant.
Alors, il nous faut des réacteurs à neutrons rapides, il nous faut une usine du cycle qui soit réactualisée pour être performante aussi vis-à-vis de ces réacteurs à neutrons rapides. Et à ce moment-là, on pourra parler de nucléaire durable parce qu'on aura divisé la quantité d'uranium naturel consommé par unité de service donné, c'est-à-dire par unité d'énergie produite, par un facteur 5, 10 ou 100, suivant le nombre de réacteurs à neutrons rapides qu'on met en place. Donc c'est quelque chose de continu, c'est pas binaire. Hein. Suivant le nombre de réacteurs à neutrons rapides que l'on déploie dans le parc nucléaire français, ben, on a une performance qui va s'accroître jusqu'où ben, jusqu'à la limite où on considère que c'est utile. Alors, on a parlé des réacteurs, on a parlé des usines du cycle, il faut parler un petit peu de la matière, parce que ces réacteurs, ils ont un certain type de fonctionnement qui fait que pour les démarrer, pour démarrer une filière industrielle de réacteurs à neutrons rapides, il faut disposer de plutonium. Le plutonium, on va dire très simplement, c'est un descendant de l'uranium, il est produit dans les réacteurs. Et en fait, pour faire fonctionner les réacteurs neutrons rapides, on utilise cette dualité entre uranium, plutonium d'une manière agencée correctement. Et là, il s'avère qu'en France, par nos activités existantes et passées, on a un stock important d'uranium qui suffit largement pour lancer cette filière. Donc, si on récapitule, on a les technologies du retraitement qui sont opérationnelles aujourd'hui. On a su faire des réacteurs à neutrons rapides et il faut revenir sur les études, on va en parler dans quelques minutes, pour relancer une activité sur le sujet. Et surtout, on a un capital fantastique qui s'appelle un stock de matière de très haute teneur énergétique. Pour faire simple, c'est comme si en France, on avait une mine d'uranium. C'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri. C'est ce qui est produit tous les jours dans les usines de Pierre Latte pour enrichir l'uranium pour le mettre dans les centrales. Ben, en même temps qu'on enrichissait voilà, cet uranium, ben, il y a une composante qui est appauvrie et qu'on entrepose. Et on est en train de parler de plusieurs centaines de milliers de tonnes. On est en train de construire une mine, en fait, finalement. Un gisement. On constitue une mine. Un gisement. Voilà. Donc, toujours si on regarde un petit peu comment pourraient fonctionner ces choses-là avec les mains, hein, parce que ça nécessite beaucoup d'études techniques précises, si en gros on implante, on déploie un tiers de notre parc avec des RNR, alors la consommation d'uranium naturel, elle est divisée par 4. On passe de 7000 tonnes par an à 1800 tonnes par an. Donc là, on change la donne. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Et si demain, quand je dis demain, c'est vraiment dans beaucoup de générations devant nous, au-delà de 2100, si le monde est tel que notre pays, voire l'Europe, a besoin de beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance par rapport à un environnement qui se révélerait compliqué, on peut déployer 100% de réacteurs à neutrons rapides et à ce moment-là, la consommation en uranium descend à 50 tonnes. Vous voyez, on a 7000 tonnes et on peut descendre à 50 tonnes. Mais le plus beau de l'affaire, c'est que c'est plus du tout l'uranium naturel. On n'a plus besoin de l'importer. Parce qu'à ce moment-là, on peut utiliser l'uranium appauvri dont on dispose. Et là, c'est quand même un des rares sujets, un des rares moments où on peut parler d'une autonomie énergétique. Voilà. Mais c'est très lointain, c'est une perspective très lointaine, mais elle motive d'une certaine manière le fait qu'on investisse sur cette technologie. Alors, on considère que que la France a des atouts pour faire ça, que le passage à un nucléaire durable est accessible et est légitime du fait, Laura, tu nous as parlé d'un quasi-doublement de la production d'électricité ou un doublement de la production d'électricité, donc c'est un objectif. Il nous faut une forte composante pilotable en complémentarité des renouvelables qui ont cette caractéristique intermittente qui quand même pose des difficultés. Et donc en ayant une forte composante pilotable, on améliore l'économie et donc le coût de l'électricité. On est dans un monde incertain avec des vraies questions sur l'accès aux ressources et donc cette stratégie nous protégerait de cela et qui plus est, on a des capacités industrielles qui sont tout à fait
à l'échelle du sujet. Voilà. Et Daniel, en fait, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est vraiment clair que le nucléaire va faire partie du mix énergétique mondial, surtout si on va continuer dans cette marche vers la décarbonation. C'est aussi très très clair que ça devient, cette technologie, un outil clé pour la sécurité énergétique. Donc vraiment plusieurs enjeux en même temps. Donc souhaitable, possible. Il y a une grande question qui reste à toucher, c'est celle de la chronologie de déploiement. Voilà, tu as raison, c'est quand même maintenant le vrai sujet. Sur le schéma que vous voyez à l'écran, on a quelques dates clés. Alors, je vais présenter finalement cette chronologie qui est vraiment la question importante en termes de processus décisionnel. Je vais la présenter à l'envers en partant du temps le plus lointain. Nous avons partagé le fait qu'il y a un risque significatif d'approvisionnement en uranium qui augmente d'ici la fin du siècle. Donc, il est tout simplement raisonnable de disposer sur étagère de technologies qui nous permettent de faire face à ce risque-là. C'est un risque, ce n'est pas une certitude, mais néanmoins, c'est un risque qui augmente significativement. Et donc, c'est pour ça que nous sommes partis de cette proposition d'avoir aux environs de 2070, au début du dernier quart du siècle, une tête de série industrielle, à l'échelle industrielle. On ne parle pas d'objets de recherche, encore une fois, là on est dans le monde vrai, c'est-à-dire qu'il s'agit d'approvisionner en électricité le pays, et on considère que c'est ça la bonne date. Et le vrai process décisionnel, ce n'est pas de décider aujourd'hui pour 2070, c'est de décider ce qu'il faut faire aujourd'hui pour permettre cela. Donc si on remonte le compte à rebours, pourquoi 2070? Parce qu'avant, il faut faire un certain nombre d'études, je vais y revenir, et donc toujours si on fait un compte à rebours, on remonte à 2060, et là, il y aura des décisions à prendre, et ces décisions, il faut les prendre d'une part en regardant quel est le contexte. Est-ce que le contexte de 2060 c'est le même qu'aujourd'hui? Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une instruction détaillée et sérieuse qui revient sur l'évaluation du besoin, qui revient sur l'examen sur les alternatives technologiques. S'il y a des alternatives technologiques, tant mieux. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on ne choisit pas une technologie d'énergie contre une autre. En fait, on les avale toutes. Alors, il faudra faire le point sur la fusion, l'hydrogène naturel, etc. Mais il faut aussi faire le point sur la réelle capacité d'industrialisation, de déploiement industriel de ces technologies. Et pour ça, pour que la décision puisse être robuste sur le futur mix électrique au-delà de 2050, il faut avoir un démonstrateur de réacteurs à neutrons rapides en 2040-45 pour qu'en 2060, on bénéficie du retour d'expérience et qu'on puisse sereinement instruire et de manière rationnelle décider de la trajectoire que suivra notre pays en la matière. Mais si on veut un prototype, un démonstrateur en 2040, eh bien, il faut l'étudier. Et à partir de quand il faut l'étudier? J'aurais tendance à dire demain matin, c'est-à-dire qu'on est déjà un petit peu tard. Et il ne faut pas sous-estimer le volume d'études, ça c'est un point important. Je vais commenter un peu plus cette période 2025 parce que c'est la nôtre et c'est très honnêtement sur 2025 qu'on a des responsabilités. On n'a pas de responsabilité sur 2070. Et donc simplement pour permettre cette stratégie, il faut la démarrer maintenant et faire des études. Et ces études, il ne faut pas se tromper sur leur cahier des charges. D'abord, c'est des études d'un objet industriel. Ce n'est pas des études pour voir si les choses marchent. On a déjà construit 3 réacteurs à neutrons rapides en France, on sait que ça marche. Donc, le vrai sujet, c'est de faire un réacteur, enfin, de dessiner une technologie industrielle et qui est capable de monter à l'échelle. Il ne faut pas se tromper non plus sur les échelles. Là, on parle d'alimenter le pays, donc il nous faut typiquement des puissances d'1 gigawatt. Donc, il faut concevoir un réacteur industriel déployable à l'échelle du gigawatt ou plus. Quels sont les défis? On peut dire, bon, on a fait ça dans le passé, on sait faire, donc on s'y mettra quand on en a besoin. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que les réalisations passées en France, elles sont anciennes. Les technologies qui existent dans le monde, elles ont toutes été construites dans les années 70. Donc, fondamentalement, on a besoin de revoir, non pas de revoir, mais d'actualiser la sûreté de ces réacteurs. Donc, il y a un vrai sujet d'études, pas de recherche, mais d'études technologiques, industrielles, sur le fait de dessiner un objet qui réponde aux standards de sûreté actuels. Ça, c'est pas négociable, c'est évidemment une contrainte impérieuse.
Et puis, il y a un deuxième sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est l'économie. Les réacteurs de conception historique coûtent 30-40%, suivant les évaluations, peut-être même 50% de plus qu'un réacteur nucléaire actuel. Et ça ne va pas. Il faut optimiser cela. Il y a beaucoup de pistes d'optimisation qui ont été déjà identifiées, mais vous voyez qu'il va falloir mettre beaucoup d'intelligence dans ces études parce qu'il va falloir marier une sûreté actualisée et une optimisation économique pour décroître autant que faire se peut le surcoût de ce type de réacteur. Là, j'ai parlé des réacteurs, c'est toujours le point d'attention. Il ne faut jamais oublier les usines du cycle et il va falloir en même temps étudier le renouvellement des usines de La Hague. Ça, c'est à peu près démarré. Mais ce qu'il faut faire, c'est intégrer dans leur cahier des charges la compatibilité avec un cycle nucléaire durable. Voilà. Ça, c'est une première contrainte, c'est tout ce qu'il faut faire en compte à rebours pour y arriver. Et il y a une deuxième contrainte qui est importante et qui a beaucoup fait que nous avons convergé sur cette date de 2070. On avait des gens qui voulaient aller plus vite, des gens qui pensaient qu'on pourrait aller moins vite, mais il y a un deuxième sujet, c'est puisqu'il s'agit de déployer des réacteurs industriels dans un parc électrique, il faut le faire quand vous avez une bonne fenêtre de tir. On ne peut pas se permettre de mettre des réacteurs surnuméraires et on ne peut pas non plus se permettre de rajouter des réacteurs d'une nouvelle technologie si on a déjà déployé l'ancienne technologie jusqu'à saturer les besoins. Et quand on examine de près le moment où les derniers réacteurs historiques vont sortir du parc, on arrive dans cette zone de 2060-70. Donc ça veut dire que finalement, dans cette zone 2060-70, on a les derniers réacteurs historiques qui vont disparaître et qui vont être remplacés par des EPR2. Et là, ce que l'on dit, il ne faut pas faire ça. Il faut les remplacer par des RNR. Donc, vous voyez que la date de 2070, elle peut être parfaitement discutée. D'aucuns pourraient penser 2080, 2090, sauf qu'on a une fenêtre de tir en 2070 pour le faire. Et c'est la bonne fenêtre de tir. Ça ne peut pas être avant, parce que l'urgence première pour le moment, c'est de déployer les EPR2. Et ça, c'est fondamental. La France est quelque part un petit peu en retard sur tout ça. On sait que ça va prendre du temps. Et donc, le remplacement de la majeure partie de nos réacteurs historiques par des EPR2, c'est l'urgence première à laquelle il faut s'attaquer et réussir en termes de déploiement. Mais quand on arrivera dans cette zone-là, 2060-70, à ce moment-là, il faudra, après la phase décisionnelle de 2060, être capable de déployer, si le besoin est toujours là, des réacteurs à neutrons rapides en lieu et place des tout derniers EPR. Voilà, donc est-ce que ce schéma correspond, est cohérent avec le cadre général tel que vous l'analysez à l'AUA? Absolument, et je pense que c'est important peut-être de souligner un point important. Daniel, ici on est en train de parler en fait de deux choses qui doivent être faites en même temps. La première chose qu'on va déployer, et on doit continuer à déployer les technologies qu'on a, qui sont existantes, et ça va nous aider à continuer dans notre chemin de transition énergétique qui va s'appuyer sur la sécurité et la décarbonisation. Mais on sait aussi, avec des études qu'on a fait récemment, à aujourd'hui, on n'a pas toutes les technologies nécessaires pour arriver à une économie qui est complètement à émission zéro ou émission nette zéro. Donc, dans toutes nos analyses, on regarde à ce voyage de la transition avec le déploiement d'un côté, c'est une jambe de cette transition, et l'autre jambe de la transition, c'est l'innovation qui doit être faite en même temps. Et je pense que ce feuille de route que tu nous as donné, ça montre exactement ça. À 2025, on va devoir installer de nouvelles centrales qui peuvent être renouvelables, qui peuvent être nucléaires, qui peuvent prendre les formes dont on aura besoin l'année prochaine, la suivante, etc. Mais en même temps, commencer à travailler sur une panoplie, un bouquet de solutions innovantes, y compris celles dont tu viens nous parler. Oui, voilà. Donc en fait, si je vous comprends bien, vous recommandez de mettre en œuvre une feuille de route ouverte sur des solutions plurielles, mais pour assurer au moins une solution réaliste qui réponde aux besoins et donc donner aux générations futures la possibilité d'un choix. C'est ça, en fait. Ça. On n'est pas en train de dire c'est la solution, quoi qu'il arrive, de 2100 Exactement. Et préempter les décisions de la génération qui sera aux manettes à ce moment-là. Voilà, donc le schéma, c'est un point vraiment central de l'analyse que nous portons à l'Académie et tout à fait en ligne visiblement avec ce que voit l'AIE, c'est qu'il faut arrêter d'opposer les solutions, il faut faire feu de tout bois sans mauvais jeu de mots. Et donc ce schéma que vous voyez à l'écran
montre bien ce que tu disais, Laura, le fait qu'il faut marcher sur deux pieds, ce qui est quand même beaucoup plus stable, on le sait bien. Et il faut à la fois des recherches sur les voies alternatives de manière agressive, je dirais, parce que peut-être qu'une partie de la solution est là, mais on ne peut pas laisser en héritage aux futures générations que des problèmes. Il faut aussi leur laisser des solutions. Et quand je parle de solutions, ce n'est pas des solutions de labo. Il y a un moment donné, il faut aussi avoir des solutions tangibles, au cas où les solutions alternatives ne viendraient qu'avec un retard ou pas à la bonne échelle, on ne sait pas. Et donc, il faut impérativement, enfin, je vais le dire autrement, nous sommes responsables en mettant sur étagère des solutions industrielles dont les futures générations pourraient tirer profit, mais ça recoupe bien aussi, Manuel, ce que tu dis là. Il faut sécuriser l'accès finalement à cette technologie et à ce déploiement industriel, et on n'est pas en train de préempter les décisions de demain, on est en train de les rendre possibles. Paradoxalement, les gens qui ne se mettent pas dans cet état d'esprit limitent le choix futur. Là, ce que nous proposons au contraire, c'est d'ouvrir les choix futurs. Oui, c'est très clair, je pense. Est-ce que là, voilà, je vous invite maintenant à conclure pour passer après aux questions et réponses, si possible, de votre part. Alors peut-être que je me permets de conclure avant toi, Laura, comme ça tu gardes toujours la vision globale des choses. Donc, en conclusion, je voudrais réitérer sur les trois recommandations phares de cet avis de l'Académie des technologies. C'est d'abord qu'il faut investir dès maintenant sur une filière industrielle. Le point critique, c'est un peu le dès maintenant, c'est-à-dire que dans les domaines de l'énergie, les années qui passent et où on procrastine ne sont pas récupérées. Et donc, il y a une certaine... est-ce qu'il faut prononcer le mot urgence? Je les cite un peu, mais en tout cas, il faut se lancer dans les études dont nous avons parlé qui permettent d'optimiser l'économie et la sûreté d'un démonstrateur qui lui-même prototype une génération nouvelle de réacteurs qui pourra équiper le parc si besoin et si décidé par nos successeurs. Ça, c'est une recommandation. La deuxième recommandation, c'est l'investissement sur les usines du cycle. Il ne faut pas minimiser cela. On a une technologie en France qui est vraiment objectivement unique au monde. Elle marche admirablement bien. Et il faut la faire migrer pour la rendre compatible avec ce nucléaire durable. Il y a des petits points techniques parce qu'il y aura plus de plutonium, donc il faut changer les choses. Et là aussi, il y a une bonne fenêtre de tir puisqu'on est à peu près au moment où il fallait lancer le renouvellement des usines. Donc, il y a une certaine intelligence systémique à faire cela maintenant. Et puis, le dernier point, et c'est le plus facile sur le papier, et pourtant on peut le perdre, c'est de considérer les matières dont nous avons la disposition aujourd'hui, c'est-à-dire l'uranium et le plutonium, comme un stock stratégique. Pour le dire autrement et peut-être pour plus explicitement, ce n'est pas des matières qui nous appartiennent, elles appartiennent aux générations futures. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit considérer comme tel. Donc, ce n'est pas des déchets, c'est un stock stratégique qui permettra peut-être dans le futur d'alimenter en énergie notre pays. Donc, il faut les gérer en tant que tel. Laura? Oui, je vais conclure peut-être très, très brièvement avec 4 points. Le premier, c'est que bon, dans nos analyses qu'on a fait de la projection, je ne sais pas si vous en faites aussi, il y a plein d'incertitudes. Il y a une des choses qui sont les moins incertaines dans nos analyses, c'est vraiment la croissance de l'électricité. Elle va croître, elle croît dans tous nos scénarios. Donc, c'est pas une question de est-ce qu'on va devoir avoir besoin de plus d'électricité propre? Non, c'est pas une question, c'est combien et à quelle échéance. Donc, même quand on considère énormément d'efficacité énergétique, de sobriété et de tous les instruments dont on peut avoir besoin et avec lesquels on va s'appuyer dans le futur. Donc, l'enjeu climatique et aussi l'évolution des ressources fossiles justifie très clairement, de notre point de vue, un bouquet de solutions existantes. On a parlé des renouvelables, on a parlé du nucléaire. Donc, il y a d'un côté le déploiement des solutions existantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va marcher sur deux pieds. Le deuxième pied, ça doit être la recherche pour les solutions innovantes et alternatives. On n'est pas en train de faire du travail de 1-2 mois. Ça, si vous travaillez dans le milieu de l'énergie et si vous travaillez dans le milieu de l'électricité, vous savez que tout prend énormément de temps. Dans cette étude, de cet avis particulier,
de l'académie. Là, on est en train de se mettre vraiment sur une vision, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, séculaire. Je voudrais souligner que ce point de vue de sécularité, durabilité est aussi vrai pour le nucléaire comme pour les ressources dont on aura besoin pour le déploiement des autres technologies propres, des renouvelables, des véhicules électriques, des batteries. Donc, je dirais que dans l'ensemble de toutes ces considérations, cet avis d'aujourd'hui de l'Académie sur le cycle nucléaire durable s'inscrit parfaitement dans cette logique en recommandant d'investir sur un nucléaire durable, permettant une production d'électricité bas carbone, pilotable, durable, déployable à hauteur des besoins de la société à partir de l'horizon 2070. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Merci pour l'intérêt et pour vos questions. Il y en a deux qui se recroisent un peu. Je vais commencer par là. En fait, ce sont des questions qui concernent le déploiement et le fait que nous avons déjà eu des projets de RNR en France, Phoenix, Superphénix, Astrid. Et donc, certains se posent la question de pourquoi on ne déploie pas la suite tout de suite au lieu de déployer le programme des EPR2. Et d'autres demandent aussi quelles sont les différences principales entre le nouveau démonstrateur que tu prônes, que nous prônons à 2040, avec ceux qui ont déjà été testés comme Phoenix, Superphénix. C'est pour avoir une idée plus claire de ce qui reste à étudier en fait et pourquoi on ne se lance pas tout de suite dedans, quoi. C'est deux questions très différentes, mais importantes toutes les deux. Il faut vraiment avoir conscience qu'aujourd'hui, vous le savez, on est, alors suivant les années, mettons à 75% de notre énergie qui dépend d'un nucléaire qui lui-même repose sur un parc historique dont la moyenne d'âge est de 40 ans. Et donc, dans 20 ans, ce sera 60 ans. Alors, aux États-Unis, bonne nouvelle, les réacteurs de même technologie, ils sont poussés à 80 ans. Mais tout le monde a eu dans ses mains un jour une vieille voiture, et tant qu'elle marche, puis un jour, elle ne marche plus. Et on ne peut pas dire que c'est une vue de l'esprit, parce qu'il y a même pas 2 ans en France, on avait 15 ou 17 réacteurs à l'arrêt parce qu'il fallait faire une réparation majeure, etc. Donc, en fait, le parc historique, on peut pas créer une situation où on se met à dépendre de la bonne volonté de je ne sais qui au-dessus de nous qui déciderait ça marche pas. Il faut investir à un moment donné sur des objets neufs. Et il y a urgence parce que les temps de déploiement sont importants, on le sait bien. Et donc le prochain EPR, il arrivera en 2035. Et juste pour vous donner un chiffre, ça n'engage pas EDF, mais c'est juste qu'il sort un peu de la mécanique de calcul que tout le monde peut faire. Vous allez sur Wikipédia, vous voyez l'âge des réacteurs, vous vous dites qu'il faut les remplacer, je mets 60 ans, je mets 70 ans, tout le monde peut faire ça. En gros, à partir de 2035, il faut une paire de PR tous les ans. Autrement, on va avoir un vrai sujet en France par manque d'électricité. Et donc, ça répond à la question de pourquoi on ne met pas des RNR. Non, là, on est quand même maintenant dans une situation où il faut avancer de manière sûre. Parce que si on perd 75% de notre alimentation en électricité, ce sera un peu un sujet. Voilà. Donc, non, il y a une vraie urgence à déployer maintenant des EPR qui sont dans les temps, dans les délais. Que les RNR ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est ça la réponse à cette question-là. Oui. Et l'urgence fait qu'on n'a pas le temps de jouer avec les choses. Mais on peut faire des choses en parallèle. Donc maintenant j'aborde la deuxième question. Il faut effectivement mettre au goût du jour une technologie RNR. Et donc je l'ai dit, mais ça ne m'embête pas de le redire parce que c'est vraiment un sujet clé. Par rapport à Phoenix, à Rhapsody, Phoenix, Superphénix, quand vous regardez les dates, c'était vraiment waouh, ça y allait. Hein, voilà. Et sauf que c'est une époque qui n'avait pas les mêmes standards de sûreté. Et donc, effectivement, je pense que ces technologies-là en copier-coller, elles ne passeraient pas le cap de l'autorisation de sûreté aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est d'actualiser le référentiel. Je n'ai pas encore parlé d'Astrid. Astrid était un réacteur papier. Et lui, il s'inscrivait bien dans la modernité du standard de sûreté d'aujourd'hui. Et donc, on peut le capitaliser. On peut partir de cela. D'études, quoi. D'études. Voilà, en gros, on a déjà des études existantes. Il y a aussi eu un projet qui continue d'ailleurs en Europe, qui s'appelle le projet de réacteur rapide européen, CFR. Et voilà, donc on peut partir de là. C'est des études, c'est un bon point de départ. Mais il y a un vrai sujet sur l'économie et je ne suis pas sûr, je ne connais pas suffisamment les détails du projet Astrid, mais je ne suis pas sûr qu'il atteignait les performances économiques dont on a besoin. Donc, dans les deux cas,
Soyons clairs, il va falloir mettre du génie dans ces études et de la vraie volonté et du vrai travail pour arriver avec un objet qui réponde aux besoins. Il y a d'ailleurs une question sur les coûts des réacteurs à neutrons. Je ne sais pas si tu peux y répondre aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore, Si, enfin, c'est un on sujet. n'a pas encore le démonstrateur complet, mais j'imagine qu'on a quand même fait des estimations. Non, c'est un sujet qui est bien connu. De manière assez structurelle, les réacteurs à neutrons rapides seront plus chers et ça correspond quand même au fait qu'ils apportent une assurance que ne peuvent pas apporter les autres réacteurs. Donc, quand dans votre voiture, toujours, vous payez une assurance, bah, vous la payez. Je veux dire, c'est un service qui se paye. Et la question, c'est combien? Parce que si c'est exorbitant, bah, vous ne faites pas. Et donc, c'est ça le sujet. Ça coûtera probablement, enfin, très certainement plus cher qu'un REP, qu'un EPR. Mais la question, c'est combien? Aujourd'hui, on est sur une base qui est vraiment trop élevée. Donc, il y a des progrès à faire. J'ai vu des chiffres de 40% plus cher, des choses comme ça. Il faut travailler. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on a des pistes? Et là, il y en a. Il y a des pistes de simplification. Beaucoup des évaluations viennent aussi des références historiques. Mais les références historiques ont été conçues dans un autre monde. Par exemple, sur Superphénix, il y avait un enjeu, il n'y avait pas suffisamment de plutonium. Et donc, il a fallu faire des choses plus compliquées que ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, il y a un maître mot là-dedans, c'est les simplifications qui permettent de décroître les coûts et qui permettent d'ailleurs en général aussi d'améliorer la sûreté. Il faut pas opposer dans ce génie de la conception la sûreté et l'économie. Non, il faut les deux. Et il faut mettre des gens suffisamment clairement. Oui, mais donc, voilà. OK. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus cher, mais on a des vraies pistes pour faire intellectuel pour l'instant peut-être, mais un peu plus, pour faire baisser ses coûts quand même. Voilà, donc, c'est pour ça que tu ne peux pas être complètement précis là-dessus, là, tout de suite. Voilà, non. Non, puis c'est un vrai travail. Quand je dis le mot génie de la conception, c'est pas un hasard. Il faut mettre des bons ingénieurs et une belle organisation qui fasse ça pour passer du statut de beaucoup plus cher à un peu plus cher. Alors, j'ai une question sur le timing aussi, puisqu'on a un objectif net zéro pour la France à 2050. Est-ce qu'un déploiement qui vise 2070, c'est trop tard? Alors, vis-à-vis de la décarbonation, on ne peut pas dire ça, puisque il y a quelque chose de très spécial en France. On est un des rares pays à avoir une électricité décarbonée, donc on a déjà coché la case. L'enjeu, il n'est pas dans la décarbonisation du mix électrique, contrairement à certains de nos grands voisins que je ne cite pas. Non, l'enjeu, il est vraiment dans le fait de rendre durable notre capacité à continuer. Il y a l'augmentation aussi de la production. Puisqu'il y a la conversion quand même de transport et tout ça, et puis l'IA, enfin, ce dont tu as parlé, Laura, au début, mais qui nous montre que même en France, on va augmenter. Même si on a sorti ça de sobriété, etc. Les scénarios montrent tous qu'on va quand même consommer plus. On va augmenter, et le schéma, encore une fois, il faut prendre ça qu'en ordre de grandeur, c'est que si on maintient notre parc nucléaire à peu près à 60 gigawatts, et que si à côté de ça, on arrive à mettre plus de 150 gigawatts de renouvelables, tout ça, c'est des choses à faire. Hein. C'est l'immense mur que nous avons devant nous. Alors à ce moment-là, on double la quantité d'électricité en conservant un mix très très bas carbone, ce qui est absolument, tu as raison, indispensable pour pouvoir décarboner les applications. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. D'où votre recommandation de ne surtout pas arrêter le programme EPR2, de déploiement EPR2 d'ici 2050. Voilà. Alors, il y a une question aussi qui est intéressante. Je pense que vous y avez répondu un peu, mais ça vaut le coup d'y revenir. C'est ce très long terme dans lequel vous expliquez le déploiement nécessaire. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une technologie disruptive qui va faire que tous ces efforts auraient été vains? Alors, je crois que, Laura, tu as bien parlé des deux piliers, mais je crois qu'il faut le reprendre, bien expliquer que tant mieux s'il y a une technologie disruptive, mais bon. Bon, tant mieux, mais jusqu'à présent, je veux dire, on a à peu près une centaine d'années où on vit dans le monde industriel, énergétique qu'on connaît. Technologie vraiment disruptive, on n'en a eu pas énormément, donc on va devoir continuer à innover. Hein. Ça, c'est clair. Et je voudrais revenir sur le 2050, 2070, 2100. Nos scénarios de référence arrivent à net zéro, pas avant 2100. Le scénario qui prend, à niveau mondial, pas pour la France, hein, nos scénarios qui prend en compte tous les politiques net zéro des grands acteurs arrivent à net zéro justement à 2070.
Donc, je pense qu'il y a une incertitude aussi sur la capacité globale de la date à laquelle on va arriver. C'est Europe, 2050, France, c'est exactement. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu additionnel à prendre en compte là. Mais... Je voudrais compléter la réponse en prenant un autre axe. C'est que oui, il y a besoin d'innovation parce qu'il y a de multiples applications qui nécessitent la décarbonation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas opposer le fait qu'on a besoin de puissance pour éclairer le pays, mais à côté de ça, il y a beaucoup d'innovations qui vont faire qu'on va pouvoir décarboner des niches. Et notamment tous les programmes de petits réacteurs dont on parle beaucoup en ce moment, ils ont souvent comme application de décarboner, par exemple, la chaleur, Oui. alors qu'aujourd'hui, on n'a pas trop mis en œuvre de solutions pour ça. Et donc, encore une fois, tout ça s'additionne. Et par contre, il ne faut pas confondre les... Mais... Ah oui, non seulement ça ne s'oppose pas, mais il faut vraiment cumuler tout ça. Et donc, ce serait une erreur de compréhension de mélanger tous ces sujets. Il y a d'abord une espèce de puissance de base qui fait tourner un pays. Voilà. Et ça, il faut que ce soit robuste. Et là, c'est vraiment ce dont on a parlé. Il faut que ce soit robuste et durable. Mais à côté de ça, il y a 1001 applications de niche, enfin de niche, la niche peut être grosse, hein, mais qui nécessitent des investissements dédiés pour pouvoir être décarbonés. Donc oui, il faut pousser tous les champs de l'innovation et il est quand même assez probable que tout ceci s'additionne au lieu de rentrer en compétition. La multisolution, de plus en plus, oui. Alors, il y a plusieurs questions qui touchent au niveau de recyclage du plutonium, à l'évolution des déchets, d'uranium appauvri, etc. Est-ce que c'est vrai que tu l'as abordé, mais pas beaucoup. Est-ce que tu peux apporter quelques précisions là-dessus? Oui, alors sans savoir, enfin la question reste très, très globale. Elle est très ouverte parce qu'elle est prise sous différents angles et donc je la synthétise peut-être pas très Non. bien, mais voilà. Parce que si je les prends l'une à une, on va dépasser le temps. Non, mais déjà, on peut déjà clarifier des choses. Vraiment, j'insiste parce qu'il y a eu des débats, y compris à l'Office parlementaire pour les choix scientifiques et techniques, sur la nature de l'uranium appauvri. Et voilà, là pour le coup, on a un avis tranché là-dessus. Ce n'est pas un déchet. Un déchet, par définition, c'est quelque chose dont on n'a plus besoin, on s'en débarrasse. Ce n'est pas un déchet, c'est vraiment une condition de... Enfin, c'est un capital fantastique à léguer aux futures générations. Donc là, c'est vraiment blanc-noir. Ensuite, quand on fait un cycle fermé du nucléaire, ce qui est la condition du nucléaire durable, alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on manipule beaucoup les objets, on change d'état, etc. Et à ce moment-là, effectivement, on génère des déchets secondaires. Mais c'est là où la France a un avantage, mais vraiment tout à fait unique, c'est tellement rare qu'il faut le souligner, c'est que toute l'expérience accumulée à la HAC, c'est justement l'optimisation de ces déchets secondaires. Ça fait plaisir d'entendre ça. De dire qu'on a un atout compétitif. Voilà, et puis c'est factuel. Là, pour le coup, ça se mesure. On a vu les courbes de déchets produites par la HAC diminuer. Et puis, il y a un troisième volet, et puis j'arrêterai là parce que je ne sais pas où est très bien le sens de la question, il y a des déchets ultimes dans le nucléaire qui sont, pour la France, des déchets vitrifiés. Et ces déchets ultimes, ils ne sont pas dépendants de la technologie de réacteur. Oups. Non, c'est bon, je vais continuer comme ça. Ils ne sont pas dépendants de la technologie de réacteur qu'on emploie puisqu'ils sont strictement proportionnels à l'électricité qu'on consomme. Et donc là, il y a une solution et la France y travaille et le développement est assez mûr maintenant, c'est d'aller au stockage et de mettre ces déchets ultimes au stockage. C'est une solution qui a été étudiée mais depuis des décennies à l'échelle mondiale. Là aussi, c'est un consensus scientifique vraiment très robuste. Donc voilà, on a là trois exemples de matières qui ont des modes de gestion différents. Dans un cas, c'est une matière stratégique qui pose aucun problème d'ailleurs à garder, c'est l'uranium appauvri. Les déchets secondaires, ça s'optimise en travaillant les procédés. Et les déchets ultimes, ça se met au stockage et c'est ça le destin ultime d'un déchet ultime. Et pour terminer, Laura, tu as parlé de recyclage aussi, enfin de limitation des ressources dans les autres minerais pour toutes les énergies. Est-ce que dans le diagramme, il y a une question qui est posée là-dessus, ton diagramme, tu as inclus de recyclage? Sur la demande, en fait, oui, est nette de recyclage déjà, mais je pense que c'est très important à souligner ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant,
on n'a pas assez d'investissement pour arriver à matcher la demande à 2030 ou 2035. Donc, ça va être nécessaire d'augmenter ces investissements, augmenter le recyclage, qui est dans certains cas assez compliqué. Oui. On n'a pas encore mis en place. Et la troisième chose, encore une fois, c'est l'innovation. Je reviens là-dessus parce que, par exemple, sur les câbles, on utilise le cuivre, mais on a commencé à utiliser l'aluminium. Donc, l'innovation va être nécessaire pour essayer de diminuer cette demande et la transférer à des autres minerais. Ok, merci. Je crois que là, on va arriver à la fin de l'heure que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci. On n'a pas remis toutes les questions, mais si certains ont des questions qu'ils veulent poser, bien sûr que nous prendrons le temps de vous répondre par écrit. Donc, je crois qu'on vous a mis l'adresse à laquelle vous pouvez nous envoyer vos questions sur le chat et je vous encourage à le faire, même si c'est des questions qui n'ont pas été posées là, mais qui vous viennent à l'esprit après. En tout cas, je remercie vraiment vivement Laura Costi et Daniel Irakan pour la préparation de ce webinaire, le temps qu'ils y ont passé. Et bien sûr, tous les auteurs et membres de l'Académie des technologies et équipes permanentes qui ont participé à la rédaction de cet avis et puis à la préparation de ce webinaire. Et puis, je remercie bien sûr les auditeurs et leur patience. À bientôt. Le prochain webinaire de la tech donc, sera en début d'année prochaine et sera sur IA et mes informations, un rapport que nous sortons dans la dizaine de jours qui vient et sur lequel il y aura une conférence de presse. Et bien sûr, il y aura aussi un webinaire pour une présentation plus pédagogique de ce sujet très complexe et très d'actualité. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.